Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Paris 16e et Boulogne-Billancourt. Le cours ANA, ce sont des cours de théâtre, des cours de stand-up, des cours d'improvisation, des cours de comédie musicale, de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un homme qui a multiplié les casquettes. Humoriste, auteur, comédien, metteur en scène et même chroniqueur radio. Il a fait ses armes sur scène, à la télévision et a même réchauffé des publics avant que certains grands noms de l'humour ne montent sur scène. Du cours Florent au plateau télé, en passant par sa rencontre avec Gad Elmaleh, il a su se réinventer à chaque étape de sa carrière avec une énergie et une créativité débordantes. Si vous êtes fan de On ne demande qu'à en rire ou si vous l'avez vu réchauffer les foules sur VTEP, vous savez qu'il a ce don pour captiver l'attention. Alors, comment un chauffeur de salle se retrouve à écrire pour les plus grands humoristes du pays? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec notre invité, l'un des talents les plus polyvalents du milieu, Sacha Judasco. C'est moi ça, j'adore. Je vais me le repasser en boucle le soir avant de m'endormir tous les soirs pour vraiment être bien. Bonjour Sacha. Bonjour Johanna. Est-ce qu'il y avait des choses dans mon introduction qui n'étaient pas vraies? Non, tout était vrai, à part souvent on dit VTEP et pas VTEP pour vendredi tout est permis. Oui, mais sinon... Tu veux qu'on la refasse? Non, moi j'aime bien, VTEP, j'aime bien. VTEP, oui c'est ça, exact. Merci en tous les cas. Merci à toi de l'invitation. Alors, tu as commencé donc toi tes études au cours Florent. Quel rôle a joué cette formation dans ton approche du théâtre et de l'humour? Florent, c'était vraiment le début pour moi à l'âge de 17 ans. Et je découvrais pour la première fois vraiment la scène. Moi, j'avais des rêves plein la tête. Mais en fait, je suis un passionné j'ai toujours été un fou de Claude Lelouch. Vraiment, depuis que j'ai 10 ans, je suis un fada de Claude Lelouch. C'est ma passion, c'est vraiment... Et dans ma vie, je voulais tout faire pour faire quelque chose avec lui. Donc, soit jouer, soit écrire. Et donc, j'ai commencé par le côté acteur et je me suis inscrit au cours Florent avec des rêves plein la tête. Et ils sont un petit peu... Je me suis dit, tiens, le César, je m'étais dit, allez, à 25 ans, je l'ai. Bon, je l'ai mis plus loin. Je l'ai mis plus loin dans ma tête. Non, mais c'était génial, puisque j'ai découvert des potes comédiens qui sont devenus comédiens amis, aujourd'hui comédiens qui travaillent très bien. C'est toujours des amis. Et c'est génial. J'ai vraiment découvert le métier comme ça, des profs comme ça. J'ai eu Michel Faux comme professeur, très grand acteur de théâtre, et qui m'a vraiment fait libérer plein de trucs sur scène. J'ai vraiment adoré. Donc, tu as fait toute une formation complète pendant 3 ans? J'ai fait une formation complète pendant 3 ans là-bas, où je commençais déjà à travailler au théâtre à côté. Et je faisais aussi beaucoup d'animation déjà à côté. J'ai commencé l'animation très très jeune. Donc tu as toujours voulu être sur scène ou c'est une vocation qui est née au fil du temps? Je pense qu'au départ, je voulais être sur scène. Au tout début, comme tout le monde, je te rassure, moi aussi. Comme tout le monde. Non, quand j'étais jeune, avant d'être fan de Claude Lelouch, juste avant, j'étais fan, c'est ridicule ce que je veux dire, j'étais fan de Jean-Claude Van Damme et j'avais des posters dans ma chambre partout, Bruce Lee bien évidemment, donc je faisais beaucoup d'arts martiaux et je voulais faire des films de combat, et ça a été vraiment, la jonction, ça a été vraiment, je voulais être acteur de films d'action, et quand j'ai vu Itinéraire d'un enfant gâté de Lelouch, je me suis dit, j'ai peut-être envie de donner un peu d'émotion quand même, donc voilà, au lieu de donner des coups dans la gueule, je me suis dit, tiens, je vais les donner dans le cœur plus profondément, quoi. Ah oui. T'as aussi une expérience au Club Med, ça c'est quand même fou, où t'as dû... 1, 2, 3, pardon, excuse-moi. Reste avec nous. Je vais reprendre. Donc, tu as une expérience au Club Med où tu as dû animer devant des publics très variés. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris en matière de gestion du public et de performance en direct? Moi, autant le côté comédien, et je pense qu'on en parlera après, le côté auteur, ça a toujours été un labeur pour moi, c'est-à-dire vraiment c'est du travail. Autant l'animation, ça a toujours été quelque chose d'assez naturel chez moi. J'ai toujours eu ça, mais très jeune. Donc en fait, le Club Med, je suis devenu animateur au Club Med comment? Au départ, je partais en vacances avec mes parents et très vite, en fait, je suis devenu géo au pair et puis un jour, le mec de l'animation s'est fait virer, ils m'ont engagé, je suis resté là-bas. Mais ça a été très très naturel. Après, ça m'a appris presque à me canaliser. Il y en a, quand ils font le Club Med, qui te disent « ça m'a révélé, je me suis exprimé, ça m'a ça m'a mis mon côté extraverti vraiment en lumière ». Moi, c'était plutôt l'inverse. Ça a appris plutôt à gérer un petit peu de l'organisation, parce que le côté extraverti, je l'avais déjà très naturellement. Donc, tu l'avais déjà des petits? Ouais, je pense. Tu faisais des spectacles, tu mettais des robes et tout? Ouais, c'était vraiment les trucs à la con. Mais c'était surtout que j'étais un peu grande gueule.
J'étais vraiment très très grande gueule et un peu foufou et voilà, mes parents souvent levaient les yeux au ciel en disant bon, il est comme il est. Hein. Mais c'était vraiment, je faisais les blagues qui ne se font pas logiquement, moi je les faisais. C'était vraiment, tu vas me dire du genre quoi, c'est ça? Ouais, vas-y. Non, mais je peux en parler parce qu'après c'est devenu bien plus tard une pièce de théâtre, comme quoi il y avait peut-être un rapport ou quoi. Et puis je peux en parler du fait de mon prénom et de mon nom de famille quand même. Je suis Sacha Judasco, donc juif ashkénaze. Et non, mais un jour mon père dort et puis je sais pas pourquoi. J'avais des cheveux à l'époque, je me plaque les cheveux, je prends le maquillage de ma mère, je me dessine une petite moustache machin et puis je réveille mon père en lui disant il faut se réveiller maintenant. et vraiment, et mon père a pas du tout apprécié, mais moi j'étais mort de rire. Je me rendais pas compte du fait du vécu de mes parents. Je me rendais pas vraiment compte de ce que je faisais, mais voilà, j'avais un humour un peu border à l'époque, mais donc voilà, donc il fallait plutôt le canaliser qu'autre chose. Donc tu avais quand même déjà ça dans le sang depuis petit. Sûrement, ouais. Oui, c'est pas que les cours Florent qui t'ont révélé. Non. Il y avait cette petite fibre. Les cours Florent m'ont appris à respecter les textes classiques. Et c'est vrai que quand t'as des génies comme Molière qui ont écrit des textes, au mot près, on a le respect de ne pas changer ces mots-là et de jouer tel que c'est écrit. C'est tellement bien écrit et tellement d'actualité encore aujourd'hui que voilà, ça m'a appris à jouer des classiques. Bravo. Alors après toutes ces expériences, en tout cas ces premières expériences, tu as fait tes débuts à la télévision en tant que chauffeur de salle. Comment cette première étape dans le milieu télévisuel a-t-elle influencé ta carrière ? Et le côté chauffeur de salle, c'était pour moi c'était un premier pas dans le milieu de la télé. Je crois que c'était ma première expérience dans le milieu de la télé. Et je kiffais ça. C'est-à-dire que pour moi, je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai fait chauffeur de salle. J'ai rencontré c'était une animatrice québécoise, Julie Snyder, qui est très connue au Québec, c'est une star au Québec. Je l'ai rencontrée parce que j'animais à l'époque des anniversaires, des mariages, tout ça, et j'ai animé un truc chez elle. Une animation qui s'est génialement passée. Elle m'a dit, mais faut que je te prenne dans mon émission, il y a un truc, tout ça. Donc elle m'engage dans son émission, et c'est vrai que moi, la première fois que je le fais, mais j'avais l'impression que c'était mon émission. Bah oui. On me donnait un micro, on me dit, bon, pendant 3 quarts d'heure, t'as le public devant toi, vas-y, occupe-t'en. C'était génial. Mais c'était moi la star de l'émission. Moi, comme me disait Sacha, faut t'arrêter, on va commencer l'émission. Je lui dis, laissez-moi 5 minutes de plus. Donc j'ai vraiment kiffé, et donc j'ai appris le métier, j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Elle m'a présenté, et puis après, dans les autres émissions que j'ai faites, j'ai rencontré énormément d'artistes. À chaque fois, on me présentait les invités, tout ça. Et souvent, ça se passait très bien, parce qu'ils écoutaient mes conneries avant l'émission, souvent. Et donc, je sympathisais assez vite avec eux. J'étais souvent, on disait, jusqu'à un certain point, mais t'étais un peu t'es le plus connu des inconnus et le moins connu des connus. C'est un peu ça quand t'es chauffeur de salle. T'es un peu vraiment la frontière entre le monde des inconnus et le monde des connus. C'est un petit peu ça. C'est fou quand même, ce parcours. Le côté chauffeur de salle, après j'avais entendu tellement de fois la réplique de « Tu sais que José Garcia a commencé comme ça, Jean-Luc Reichmann a commencé comme ça », et je disais souvent « Oui, mais Théodore Richaud a aussi commencé comme ça », et on me dit « Mais c'est qui ?» Je fais « Je sais pas, moi non plus, il a dû finir comme ça. » Mais voilà, donc... en tout cas, c'était un palier pour moi. Déjà, ça m'a fait gagner ma vie, honnêtement, pendant des années. Et puis, c'était quand même... j'étais dans le milieu, c'était très bien. Oui, il faut mettre un premier pied, quoi qu'il arrive, enfin, quelque part, pour se faire ce qu'on appelle un réseau. Oui, si on n'a pas de réseau, dans ce métier, tu fais rien. Il y a un petit côté comme ça. En fait, le réseau, tu te le fais au fur et à mesure. Des fois... Alors, il y a des spécialistes. Il y en a qui sont très forts pour ça. C'est pas ma spécialité. Mais tu te crées un réseau, finalement, sans le savoir. Des gens, des fois, pensent à toi en se disant, tiens, j'ai bossé avec lui, ça s'est bien passé. Pourquoi pas refaire appel à lui, quoi. Après, ça a été à double tranchant parce qu'au départ, c'était génial. Moi, j'adorais faire ce métier jusqu'au moment où je l'ai peut-être fait un poil trop longtemps parce qu'à un moment, justement, les gens te voient comme un chauffeur de salle et ils ont du mal à te changer de casquette, on va dire. Ouais, bon. Ensuite, tu as travaillé en tant que chroniqueur aux côtés de Evelyne Thomas, Christophe de Chavannes, Michael Youn. Comment toutes ces collaborations avec des personnalités du petit écran ont-elles contribué à ta visibilité et ton développement en tant qu'humoriste? Je faisais toujours en parallèle. J'ai arrêté le métier de chauffeur de salle très tard. Donc en parallèle, je continuais toujours chauffeur de salle. Et puis j'avais de temps en temps, réussi des castings ou des machins, ce qui me permettait de faire des chroniques et tout. Les chroniques, ça a été un premier palier vers le monde du one-man show. Je faisais pas encore de one-man show à l'époque, mais c'était une sorte de premier palier dans le sens où pendant 3, 4, 5 minutes, tu dois être drôle.
tout en donnant des informations sur un sujet précis. Et ça marchait plutôt pas mal. Donc non, c'était plutôt cool. Après, c'est un monde, la télévision, c'est vraiment, comme on dit, c'est Dallas, quoi. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un côté, c'est-à-dire que dès qu'on t'engage pour un truc, dès qu'il y a un projet qui marche, t'es le roi du monde, t'es le chouchou de la famille, t'es tout, enfin voilà, et puis alors dès que ça marche plus, c'est vraiment, on ne répond plus au téléphone, c'est voilà. Donc c'est comme ça, mais faut le prendre comme ça. Ça m'a appris aussi à gérer ce métier en me disant, tout le monde est comme ça. Faut le prendre, c'est pas des amis, c'est des relations de travail. Donc voilà, faut bien le prendre, ça avance, ça fait des choses. Ça reste du réseau. Ça reste du réseau. Il faut dresser dans le sens du poil. Et puis c'est des bonnes expériences, ça reste toujours des super expériences. Des fois, j'ai revu il y a pas longtemps des images, déjà, je crois que j'avais des cheveux encore à l'époque, et j'ai revu des images de ça. Des fois, je me dis, c'était mauvais. Mais en fait, non, il y avait toujours des petits trucs quand même sympas. Mais il y avait moins d'exigences, effectivement, entre une chronique à la télé et un sketch de 5 minutes sur scène, où là, tu as une exigence au mot près, quoi. On arrive à l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2, quand même, de 2010 à 2014. Ouais. C'est aussi une expérience qui a marqué un tournant dans ta carrière. Et est-ce que ça t'a fait vraiment connaître auprès du grand public ? Oui, parce que c'était une exposition à l'époque je dis à l'époque comme si c'était pas, il y a pas si longtemps, mais je sais que pour toute une génération, c'était vraiment une autre époque. C'est le premier tremplin ? Le vrai tremplin. Le vrai tremplin, parce qu'avant, il y a toujours eu, si tu veux, des petites émissions ou des rôles aussi. Je travaillais en tant que comédien, donc des fois dans des petits rôles dans les téléfilms. C'était vraiment des petits rôles. Voilà, c'était des petits trucs. Mais là, c'était vraiment une émission, enfin, c'est comme, on compare avec la Star Academy, la Nouvelle Star, tu vois, où t'as un rendez-vous, enfin, c'était tous les jours. On était devenus, en plus, avec le temps, une sorte de petite famille, et les gens vraiment s'attachaient on avait une sorte de personnage chacun dans l'équipe. Donc, il y avait vraiment eu un avant et un après. De toute façon, puisque même moi, ça a été presque aussi, autant je l'ai fait en tant que comédien humoriste, mais ça a été presque une révélation en tant qu'auteur. C'est-à-dire que cette émission m'a fait vraiment énormément de publicité en tant qu'auteur. Presque plus en tant qu'auteur qu'en tant qu'acteur. Au départ, je le prenais mal d'ailleurs. Au départ, c'était Jean-Luc Moreau, le metteur en scène, qui une fois me dit, viens me prendre dans les coulisses, il me dit, Sacha, je comprends pas, à chaque fois j'ai l'impression que tu te vexes quand on te fait des compliments. Tout ça. Je fais, mais non, mais à chaque fois vous me dites que je suis un super auteur, que je devrais écrire ça. Vous parlez jamais du côté humoriste, tout ça. Et en clair, il me dit, tu sais, des bons humoristes, des bons acteurs en France, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà, des bons auteurs en France, il n'y en a pas tant que ça. Tu serais bête de pas aller là où tout le monde te voit, où tout le monde est unanime. Et donc j'ai commencé finalement à bien le prendre aussi. Voilà. Et puis à un moment, c'est vrai que on a peut-être plus de talent ou de qualité dans un secteur que dans un autre, hein, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Et puis l'un n'empêche pas l'autre. Et donc ça m'a fait vraiment beaucoup de publicité. J'ai commencé à écrire pour d'autres humoristes. C'est ça. Après, tu écris plusieurs sketchs. Ouais, j'ai écrit d'abord pour moi, bien sûr, dans l'émission, pour entre guillemets m'imposer dans l'émission. Au départ, j'étais pas tant que ça, parce que je continuais beaucoup le métier de chauffeur de salle à l'époque. J'avais peur de lâcher ce métier. Lécher ce métier, c'est très bizarre. J'avais peur de lâcher ce métier. Alors justement, j'avais une question. Vas-y. Non, je sais pas. Pas ça. On y viendra tout à l'heure. Mais non, parce que ça me faisait quand même gagner ma vie, ce métier de chauffeur de salle. Et j'ai bien vu qu'à un moment, les gens trouvaient ça bizarre de me voir à la télé tous les soirs et derrière la caméra dans une émission de télé. Je le voyais, je continuais moi chez Arthur à animer le public de Vendredi tout est permis, où je m'éclatais, où Arthur vraiment, ça s'était super bien passé avec lui, il me donnait carte blanche. Et j'avais vraiment du mal, et je voyais bien que les gens comprenaient pas, même les invités. J'avais des invités que je connaissais qui étaient devenus des collègues de travail, du coup, certains qui étaient dans l'émission d'ailleurs que je faisais, et même eux, je voyais bien qu'ils comprenaient pas que je sois là-bas et pas en invité avec eux sur le plateau. Ils se sont jamais posé la question, peut-être que tu avais besoin de gagner ta vie. Si, ils s'en doutaient, mais j'avais même eu des conversations avec certains qui m'ont dit, Sacha, tu devrais arrêter. Puis moi, je leur expliquais, je disais, vous savez, je gagne très bien ma vie comme ça, même plus que vous, ça se trouve. Et ils me disaient, oui, mais il me disait, fais gaffe parce que ça se trouve, tu rates des opportunités à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te voient encore comme chauffeur de salle et qui ont du mal, du coup, à te mettre dans une autre case. Ce que je comprends aussi. Donc ça pourrait te fermer des portes. Exactement. Et je pense, très honnêtement, ça m'en a ouvert. Vraiment, j'ai eu des portes et des rencontres comme avec Gad Elmaleh que j'ai rencontré finalement à travers le métier de chauffeur de salle. Mais je pense que c'est à côté de ça, ça m'a fermé. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui n'ont pas pensé à moi pour certains trucs en se disant non mais Sacha, en fait il est encore chauffeur de salle, il est comme ça. Et même d'ailleurs dans l'émission de Demande qu'à en rire, il y a une fois où leur chauffeur de salle était je crois malade, où il y avait un truc pour le lendemain. Et il y a eu genre d'un seul coup la productrice qui me fait appeler et qui dit « Sacha, c'est très délicat ce qu'on va te demander. Demain, tu n'es pas censé faire de sketch chez nous.
est-ce que tu pourrais, je comprendrais que tu refuses, même nous on hésite à te proposer, est-ce que tu pourrais faire chauffeur de salle, parce que voilà. Et puis finalement, au moment de sa proposition, elle s'est arrêtée, elle a dit non, laisse tomber, tu vas pas le faire, les gens ne vont pas, les gens vont pas comprendre. Ouais, exactement. Les gens, le public qui était un public d'habitués, c'était des fans qui venaient vraiment dans le public. Il y avait vraiment, pendant 3-4 ans, il y a eu vraiment des fans dans le public. Je pense qu'ils n'auraient pas compris. Mais en tout cas, cette émission, a été vraiment géniale pour 1 milliard de choses. Je dis souvent que ça a bouffé 4 ans de ma vie, parce que c'est 4 ans de ma vie que j'ai vraiment pas vu passer. Tellement c'était prenant. En même temps, je jouais mon one-man show, ça remplissait mes salles, c'était génial. Mais tellement c'était stressant à un point. Mais je pense que les gens ne peuvent pas imaginer. Il y a même des gros humoristes qui étaient venus nous voir souvent, soit pour participer à des sketchs, soit juste pour... il y en avait vraiment dans les coulisses qui étaient déjà passés pour nous dire... Et ils avaient dit, mais on n'a jamais vu un truc aussi stressant de notre vie. Et donc ça permet une chose, c'est de tout relativiser par la suite. Je sens quand même que tu es un mec qui est passionné. Ah ouais, bien sûr. Un vrai de vrai. Ah bah pour faire ce métier, franchement, c'est pas facile tous les jours, donc je pense être un passionné. Non, on sent que quand tu prends la parole, t'es habité par ce que tu racontes. Donc je pense que c'est la première... c'est une bonne base quand tu rentres dans ce métier. 2015-2016, tu deviens chroniqueur radio pour Rire et Chanson dans l'émission La Tranche de Gigot. Quelle a été la différence entre la radio et la scène pour toi? J'adore la radio. Là, je t'envie, tu vois, j'adore la radio. Il y a un truc, je sais pas, très nature, on s'en fout du physique, tu peux être en jogging, tu peux... ouais, il y a un côté très nature, très naturel. Moi, je commençais donc très tôt, c'était la matinale, en plus pour faire juste une chronique, tu vois, même si je restais un petit peu après derrière le micro, mais pour faire une chronique de quelques minutes. Mais il n'y a pas une fois sur mon scooter, même l'hiver, où il était, tu vois, 6h du mat, où je me disais, fais chier, pourquoi je me lève aussitôt. Franchement, je kiffais, j'étais crevé, mais je me disais, c'est génial quand même. Et il y a une liberté, après, ça t'apprenait, je l'avais déjà appris pour l'émission On ne demande qu'à en rire, c'est comme c'était une quotidienne en plus, donc tu dois vraiment fournir en texte. Et donc, tu dois vraiment trouver des idées tous les jours. Ce qui est génial, par contre, c'est que pour moi, c'est comme un muscle. Donc, c'est comme aller à la salle de sport tous les jours. Finalement, plus tu y vas, plus il y a un moment, tu deviens bon, tu te prends des réflexes. Voilà. Il y a de temps en temps, comme à la salle de sport aussi, où tu es courbaturé. Donc, c'est plus dur. Et il y a des fois, l'inspiration ne vient pas. Donc, des fois, tu fais une chronique moins bonne que les autres. Mais bon, tu dois produire quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si c'est pour dire de la merde derrière le micro, tu dois en dire. Après, il y a une différence entre j'ai fait un peu d'animation et donc de la chronique. C'est un peu différent parce que la chronique, c'est censé être travaillé. Donc, par exemple, un jeu de mots de merde, dans une chronique, ça veut dire que soi-disant, tu t'es dit qu'il fallait le garder, ce jeu de mots-là. Dans l'animation, ça passe. Ouais, ça passe. Ouais. Une séance de travail pour une chronique avec Sacha, ça se passe comment ? À Rire et Chanson, je travaillais avec un co-auteur, qui est le co-auteur de La Bajon, l'humoriste, qui s'appelle Vincent Leroy, qui a bossé aussi avec Olivier de Benoît, d'ailleurs, que j'ai rencontré... pendant l'émission de Demande qu'à en rire, c'est un candidat de l'émission de Demande qu'à en rire qui s'est fait dégager tout de suite. Mais Olivier de Benoît a eu le génie, la présence d'esprit de se dire « Putain, ce mec, j'ai pas aimé son sketch, mais j'ai adoré la façon qu'il a eu de l'écrire. » Et c'est comme ça qu'il l'a pris comme co-auteur. Et moi, donc, on s'est rencontrés bien plus tard, professionnellement, et on a travaillé ensemble, on a écrit des pièces de théâtre ensemble, et donc je l'ai pris pour co-écrire les chroniques. Et en général, on part sur ce qui est plus facile, c'est quand tu trouves un axe comique. C'est-à-dire que tu trouves vraiment un sujet qui va durer toute la chronique, une idée qui va durer toute... Ça, c'est l'idéal. Des fois, tu le trouves pas, donc tu es obligé de mettre plein de vannes. Donc, on se fait marrer entre nous, et en général, quand on se marre, c'est qu'on se dit que ça va faire marrer les autres. D'accord. Le problème, c'est quand on se marre pas. Ça, c'est très, 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 très chiant. Alors, comment on se prend ça dans la tête ? Comment faire ? Comment tu gères ça ? De mieux en mieux, parce que je me dis qu'à un moment, l'idée va arriver. Mais à l'époque, moi, je me rappellerai toute ma vie d'une fois, et c'est là où je me suis dit quand même qu'il faut relativiser. C'était à l'époque, non, vraiment, c'était pour On ne demande qu'à en rire, où j'avais aucune idée pour le sketch qui avait lieu, je crois, le lendemain. Et je vais voir mes parents. Et mes parents sont très loin de tout ça. Ils sont pas du tout dans le milieu. Et puis, ils sont toujours dans le mode... ça pourrait être plus grave. Mais dans leur vie, je pense que c'est leur concept de vie, mes parents. Et je vais voir mes parents, ils me disent, ça va? Je fais, non, ça va pas, j'ai pas d'idée pour le sketch de demain. Mais c'est pas grave, mais tu vas trouver, tu trouves toujours. Je fais, mais tu comprends pas, mais c'est demain, j'ai rien. Et j'étais comme un fou, et j'ai vu le regard de ma mère, mais vraiment me regarder comme si j'étais un monstre. Et je me suis dit, c'est vrai que là, ça va trop loin, il y a plus grave dans la vie. Donc en général, l'idée vient toujours. Honnêtement, l'inspiration vient à un moment ou à un autre. Il y a toujours cette part d'improvisation qui j'ai la chance où tu te lances. Ouais, j'ai la chance d'avoir, au pire du pire, si j'ai pas l'inspiration, je vais jouer sur cette panne d'inspiration pour potentiellement écrire une chronique, voilà quoi. Au cours Florent, t'as fait des cours d'impro ?
En plus de ta formation Très peu. classique. Je sais que maintenant il y en a, puisqu'ils m'ont appelé à un moment pour être juré justement dans des matchs d'impro. Et je trouvais ça passionnant, je trouvais ça génial. J'en ai fait un petit peu, mais à l'époque, c'était pas aussi répandu. Maintenant, ils en font énormément des. Ça fait plus de 20 ans que je suis sortie de Florent. Ouais. Et à l'époque, il y avait des cours d'improvisation. C'est vrai? J'en ai pris plein. T'es en train de me dire que j'y étais il y a plus de 20 ans. C'est ça, bah oui. Non, mais moi, il n'y en avait pas tant. Non, peut-être Ça pas commençait. 15 ans, ouais. En fait, ça commençait. Mais c'était pas aussi. Là, j'ai vu, moi, j'ai un ancien mec de ma classe, d'ailleurs, qui s'appelle David Garrel, qui est prof là-bas David maintenant. Garrel, C'est ton jeu. Oh là là! il est déjà venu chez moi. Il y a un petit regard qui. Non, mais David Garel, qui ne connaît pas David Garel? C'est un beau gosse, un prof beau gosse. Pas du tout. C'est un excellent prof. C'est un très bon prof. Et d'ailleurs, donc, je l'ai retrouvé quand j'ai été juré dans les matchs d'impro. Et je lui ai dit, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Ce que je trouve incroyable dans le côté improvisation, c'est qu'en tant que comédien, tu ne penses pas qu'à ta gueule, pour une fois. Non. C'est que tu penses vraiment aux partenaires et à l'ensemble de la scène. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a appris aussi la différence entre le one-man show, je trouve, et les pièces de théâtre. C'est que la pièce de théâtre, t'es au service de l'histoire. Alors que bien sûr, le one-man show, bon, bah, t'es au service de ta personne qui parle sur scène, qui raconte sa vie. Voilà. Donc, c'est très différent. Ah oui, puis c'est un vrai job. Oui. C'est un énorme travail d'écoute et être avec le partenaire et savoir lui lancer le truc sans non plus fermer les portes. Oui, ce qu'il dit, la règle de l'impro, c'est de ne jamais dire, de toujours dire oui. Exactement. Ça, je trouve ça génial. Donc tu as aussi écrit pour de nombreux humoristes comme Kev Adams, Koé, Ahmed Silla, Kamel le magicien même, qui n'est pas humoriste. Non, je suis c'est vrai que pour plein de domaines différents. Ah oui, non, mais vraiment, comme là, je suis en train d'écrire une comédie musicale, c'est vraiment... j'écris pour des personnes qui sont dans des secteurs des fois très différents. Toujours. Alors comment tu t'adaptes ? Comment on passe d'un Ahmed Silla à Kamel le magicien ? Alors, très honnêtement, c'est un truc... Je vais me lancer des fleurs. Mais lance-toi des fleurs. Franchement, tu mérites. Non, mais je pense, de ce qu'on me dit, c'est que c'est ma qualité principale, c'est que j'arrive à m'adapter au style de la personne qui est en face de moi, tout en gardant mes idées, mon style à moi aussi. Mais je sais pas, effectivement, ça se fait assez naturellement. Je regarde ce que la personne a fait avant, ou tu vois, par exemple, j'ai écrit le dernier spectacle d'Anthony Cavana. Je me suis maté tous ces spectacles, mais quand je te dis maté, c'est-à-dire que vraiment, je mangeais, je dormais Anthony Cavana, quoi. Et à un moment, ça vient naturellement. Je me dis, ok, même naturellement, je dis, écoute, là, j'ai eu une super vanne, mais je sais qu'elle n'est pas pour toi. Mais je te l'ai dit quand même parce qu'il faut rien garder pour soi. Mais voilà, et on se trompe rarement. Donc ouais, on s'adapte avec la personne, avec ses qualités, ce qu'elle sait faire. Voilà, c'est effectivement l'humour d'un Kev Adams, c'est pas du tout le même que l'humour d'un Ahmed Silla. Ahmed Silla fait des personnages vraiment très machin. Kev Adams s'adresse plus, même si maintenant c'est plus le cas, il s'adresse à tout le monde, mais je veux dire, il s'adressait plutôt à la jeune, voilà, population. Donc non, ça se fait assez naturellement. Il faut qu'il y ait un premier feeling. Tu peux dire non. Ça m'est déjà arrivé une fois de dire non, pas à cause du feeling, à cause de... Alors que les gars remplissent toutes les salles de France, mais c'est pas ça que je remets en cause. On m'avait demandé d'écrire pour les Baudins. Et les Baudins, c'est deux comédiens qui sont grimés en fermiers, tout ça. Enfin, ils ramènent carrément une ferme sur scène, mais ils remplissent, ils ont un succès, mais de dingue. C'est vraiment... Très populaire. Très populaire. Mais quand j'ai vu les vidéos, en fait, ça m'a pas... Parlé. Tout simplement. Ouais, en tout cas, je me suis dit, je comprenais que ça soit drôle, totalement, de toute façon, voilà. Mais c'est surtout que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir écrire pour eux, j'ai préféré dire non. Ça m'est rarement arrivé, mais voilà. J'ai dit, en fait, je pense qu'ils vont être déçus, je vais pas leur apporter ce qu'ils veulent. Ouais. Donc voilà. Dans le doute, j'ai fait, mais peut-être que si un jour on me propose, je dirais oui. Mais voilà. Mais c'est rare. En général, j'arrive à m'adapter. Tu es devenu aussi metteur en scène et auteur pour des pièces de théâtre. Qu'est-ce qui t'a poussé à explorer cette facette de ta carrière et comment choisis-tu les projets ? La pièce de théâtre, c'est venu parce qu'à l'époque de On ne demande qu'à en rire, notamment Jean-Luc Moreau, qui est un grand metteur en scène de théâtre en plus d'être acteur, me disait sans cesse, tu devrais écrire des pièces de théâtre. À chaque fois que tu écris des sketchs, très souvent, c'est vrai que je faisais intervenir plusieurs personnages dans mes sketchs, plusieurs comédiens. J'aimais bien avoir une situation, voilà. Au départ, dans l'émission de Demande qu'à en rire, au départ, je faisais que du stand-up, vraiment. Et puis après, j'ai commencé à faire des histoires. Donc on m'a dit écris. Et comment c'est venu après ? Ma première pièce, on m'a raconté une anecdote que j'avais trouvée très drôle sur, en fait, quelqu'un qui... D'ailleurs, la personne n'a jamais su que je parlais de... C'est marrant, mais c'est quelqu'un du métier, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais su que ça s'inspirait de son histoire. On m'a raconté, en fait, un couple qui allait pas très bien, voilà, la femme du couple dit bon, je veux qu'on aille voir un psy de couple parce qu'on va pas bien, machin, c'est même elle qui paye les séances, tout ça. Donc, il décide d'aller voir une psy de couple, et la psy de couple est tombée raide dingue amoureuse du mec.
Et donc, moi, je me suis imaginé, et ils sont sortis ensemble après. Je me suis imaginé, là, j'ai inversé, j'ai mis un psy, mais un psy qui serait le meilleur des psys, qui tomberait amoureux de fou de sa patiente, et qui ferait tout pour donner tous les mauvais conseils pour faire péter le couple au lieu de le faire se ressouder, quoi. C'était l'idée de ma première pièce de théâtre. Et donc, voilà. Et après, je me suis dit, bon, j'ai un truc à faire là-dedans. Et c'est Jean Benguigui, quand j'avais fait un sketch, J'en demande qu'à en rire, justement, sur la moustache d'Adolphe. Et j'avais fait un sketch là-dessus. Et il me disait, avec Michel Bernier, il m'avait dit, mais ce sketch est tellement parfait, tu devrais en faire une pièce de théâtre. Trouve une idée pour en faire une pièce de théâtre, parce que l'idée est forte. Il y avait tout un truc. Et j'ai mis longtemps, et j'ai fini par trouver après l'idée d'une pièce de théâtre. Et je m'ai même dit, ça serait drôle de trouver une idée qui fasse intervenir Jean Benguigui dans la pièce, tellement il avait aimé ce sketch. Et du coup, c'est comme ça que j'ai construit l'histoire. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse intervenir une personne un peu plus âgée, tout ça. Et donc j'ai commencé, voilà. Et donc à force, j'aime bien en fait faire un peu en parallèle, tu vois, écrire du one-man show d'un côté, où t'as du rire, logiquement, où t'as la sentence du rire qui doit être très régulière. Les pièces de théâtre où c'est de l'émotion, c'est une histoire. J'aime beaucoup le côté pièce de théâtre comme pour les films, tu vois, quand j'écris, j'aime bien écrire des scénarios de films. En fait, écrire une histoire, ça t'amène loin. Le one-man show, je trouve, t'oublies tes soucis, bien sûr, et tout, mais ça t'amène pas loin dans une histoire. Une pièce de théâtre, vraiment, tu rentres dans une histoire qui te fait oublier la tienne. C'est sûr. Tu dors un peu quand même? Oui, ça va. Ouais, je dors bien, mais peu. C'est le principal. Mais je dors très bien, mais peu. Est-ce qu'on peut dire que tu aimes les challenges et te réinventer? Grave, bien sûr. J'adore ça, puisque c'est là où tu te dépasses et que Moi, ce que j'adore, c'est je déteste ce moment, mais je l'adore par la suite. Ce moment où tu ne trouves pas les solutions, où tu as l'impression d'avoir écrit de la merde, où tu renonces presque. Et tu sais que ça va être... Aujourd'hui, je le sais que ça va être pour du positif après. Ce moment, ce trou d'inspiration, tu vois, par exemple, le script de la moustache, je me revois le prendre et le jeter à la poubelle en disant à voix haute, seul chez moi, mais c'est de la merde. Mais vraiment. Et parce que voilà, j'arrivais pas à le mettre en place, on n'arrivait pas à vendre la pièce... Il y a des trucs que j'arrivais pas à débloquer dedans et vraiment, je me revois vraiment le jeter à la poubelle. Ça verra jamais le jour, machin. Et puis après, en fait... Et là du coup, tu prends du recul, tu il y a un moment, en pause. Ouais, c'est bien de laisser reposer. En général, ça arrive quand tu as vraiment beaucoup bossé dessus. C'est-à-dire que si ça arrive au bout de 10 minutes, bon, c'est qu'il y a un souci. Mais et la solution... Jusqu'à présent, en général, quand les idées de base sont bonnes, sinon ça arrive aussi d'avoir des mauvaises idées, hein, mais quand elles sont bonnes, il y a un moment, ça se débloque. Je sais pas, en tout cas, dans le cerveau, à un moment, il y a un truc, tu te dis, putain, la solution, c'était ça, sérieux? C'était aussi simple que ça. Des fois, voilà. Aimerais-tu développer tes talents dans un autre domaine? Ouais, bien sûr, toujours. Moi, j'adorerais pouvoir réaliser un film. Ça, honnêtement, j'adorerais. La 100e casquette de Sacha. Non, mais j'adorerais mais pas n'importe quel film. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les films que j'écris pour l'instant, quand on me demande, tiens, tu voudrais le réaliser ou pas? Si c'est un film d'action, je sais que c'est pas mon délire, je m'y connais pas. Mais si c'est un film plutôt, je vais prendre en référence de genre à la Francis Weber, et que c'est de la musique de comédie, c'est de la pièce de théâtre, c'est de la mise en scène pour moi de théâtre, ce qu'il fait. Là oui, je me dis pourquoi finalement confier les dialogues de comédie à quelqu'un qui ne les a pas écrits, qui n'a pas la musique dans la tête comme moi je l'ai imaginé, quoi. Donc pour ça j'aimerais beaucoup. Là pareil, tu vois, j'ai un projet de comédie musicale, c'est un truc que je connais pas du tout, donc je m'associe avec des gens qui s'y connaissent bien sûr, mais c'est des trucs qui me... Et ton job dans la comédie musicale? Alors moi c'est alors là pour le coup souvent on dit comédie musicale et j'ai rarement vu des comédies musicales qui étaient drôles, très rarement. Elles sont belles, elles font rêver, mais elles sont pas forcément drôles. Alors que putain, il y a le mot comédie quand même dedans. Sûr. Et non, parce que j'ai eu l'idée du comédie d'un scénario, donc de comédie musicale drôle pour le coup. Et donc moi, mon rôle dedans, c'est d'écrire en fait toute l'histoire. Et potentiellement aussi, en partie, les paroles des chansons, vu qu'elles doivent être drôles. Donc bien sûr, après, ça s'affine avec quelqu'un qui s'y connaît pour que ça aille avec la mélodie. Qui est drôle aussi. Mais qui est potentiellement drôle aussi. Et donc voilà, donc c'est plutôt, moi, c'est plutôt pour l'histoire, on va dire, le fil conducteur, quoi. C'est prévu pour quand, ça? Oh, c'est loin, ça va être loin. Une comédie musicale, c'est très... c'est très loin. Il y a des projets plus logiquement qui doivent voir le jour plus rapidement, là. Donc, alors, c'est quoi les projets de Sacha? Les projets de Sacha, c'est d'autres pièces de théâtre. Là, il y a une pièce de théâtre donc, qui va voir le jour en janvier prochain. Une comédie dont je peux parler maintenant, qui s'appelle Toute la famille que j'aime,
et qui raconte donc l'histoire d'un frère et d'une sœur dont le père est fan de Johnny Hallyday, qui a toujours tout fait comme Johnny, et qui sont persuadés que, comme Johnny, leur père va les déshériter. Et ils décident de tout faire pour récupérer le pognon de son vivant. Et donc, en fait, la question, c'est comment hériter de quelqu'un de son vivant et sans qu'il soit au courant. Ah ouais. Voilà. Et avec qui? On a déjà les comédiens? Oui, on a déjà les comédiens. Allez, ils sont en train de se signer. J'ai pas envie de... Ah, ok. M'aider, on va dire qu'il y a un comédien que j'adore vraiment et qui a un petit accent quand il veut. Mais non. Ok. 2 personnes qui t'ont aidé dans le milieu. Donne-moi 2 noms de personnes qui t'ont aidé vraiment dans le milieu. Qui m'ont aidé à passer le cap. Ah, donc des gens du milieu, tu veux dire? Exactement. Parce que sinon, j'allais dire ma sœur. Non, dans le milieu professionnel. Non, à passer un cap, forcément, Laurent Ruquier, il y a eu un avant et un après de cette émission. Très honnêtement, je pense que, tous ceux il y a des grosses stars d'aujourd'hui, mais quand on voit, les carrières de même Kev Adams, souvent on a tendance à oublier, mais son premier palier entre guillemets de notoriété, c'était On ne demande qu'à en rire. Il l'a fait la première année. Jérémy Ferrari, qui mine de rien, Artus, Ahmed Silla, il y en a vraiment beaucoup. Et Gad Elmaleh aussi, qui m'a... Gad Elmaleh, pour moi, ça reste le tueur sur scène, vraiment Mais non, mais il a un truc, je sais pas, sur scène, vraiment, il a la grâce, quoi. Et la rencontre, moi, vraiment, la fois... C'est même pas, je crois, quand il m'a proposé de faire ses premières parties, je crois que c'est la première fois où il m'a envoyé un message où il me dit « Tiens, Sacha, j'ai écrit ça, je te l'envoie, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses ?» Ah ouais. Ouais, un truc comme ça, c'était... Et j'ai fait « waouh !» J'ai fait génial. J'ai fait vraiment, putain, mon avis a une importance pour Gad. Franchement, c'est classe. Mais quand on fait la première partie de Gad, il n'y a pas une petite sensation de stress avant juste de monter sur scène? Ce qui était drôle, c'est justement, ça c'était... j'étais encore dans l'émission de Ruquier à ce moment-là. Et donc, je fais la première fois que je fais sa première partie, donc c'est un zénith, je crois, je sais plus, c'est à 2-3 heures de Paris. Donc, j'imagine 6000 personnes, tout ça. Il vient me voir avant, super cool. Alors, ça va, t'es pas trop stressé? Je fais un peu. Et puis, ça arrête vraiment, il me dit, mais c'est tout? Et voilà, c'est tout. Et je lui dis, et là, je lui réponds, je me rappelle très bien, je lui dis, non, mais c'est pas ça. Je lui dis, mais l'émission de Ruquier est tellement stressante à un point que tu ne peux pas imaginer que là, ça va. Je dis, au pire du pire, les gens sont pas venus me voir moi. Pendant 20 minutes, ils vont passer un mauvais moment. Je suis pas filmé, je suis pas noté. Il y aura pas de critique sur moi sur Internet demain. Voilà, l'émission de Ruquier, si tu fais un mauvais sketch, moi à l'époque c'était, mais tu recevais, à l'époque c'était pas Instagram, c'était Facebook. Ouais. Mais tu recevais des tonnes de messages de moi j'aurais pas fait ça, t'es vraiment sûr que t'aurais dû dire ça, alors que t'as rien demandé. Hein. Et puis t'étais noté, tu sais, l'émission, c'était le principe de l'émission, c'était qu'est-ce que vous avez pensé de cet humoriste? On a besoin de votre critique. C'était vraiment ça le principe de l'émission. Donc là, franchement, les premières parties de Gad, et en plus, elle s'est hyper bien passée. Donc voilà. Les conseils que tu donnerais à un jeune comédien qui voudrait rentrer dans le métier? Poursuis tes études, vraiment. Non, un jeune comédien, j'ai envie de dire, c'est laborieux, c'est dur, mais c'est un métier qui est génial aussi. C'est un métier je pense qu'il te donne beaucoup de moments de remise en question, de doute, qui te pourrit plein de moments de ta vie aussi. Mais à côté de ça, c'est des moments, peut-être des micro-moments des fois, mais tellement exceptionnels à vivre dans des émotions, dans des rencontres, dans des partages qui sont juste incroyables. Il y a une comédienne, je ne saurais pas te dire son nom, une comédienne qui est très connue, plutôt âgée. Je faisais la présentation un jour dans un théâtre d'une de mes pièces, et c'est elle qui vient me voir, elle me dit « C'est dur ce métier, monsieur Juliasco. Comment vous faites, vous ?» Je trouvais que c'était le monde à l'envers, parce qu'elle, pour le coup, elle a une grande carrière, et je n'aurais pu dire le prénom de cette fille. Et je lui dis, j'ai réfléchi, je lui dis, je crois que le plus dur, c'est si, pendant une trop longue période, tu n'as pas un moment de satisfaction. C'est-à-dire que je trouve que ce qui est bien dans ce métier, c'est d'avoir des moments de satisfaction à échéance un peu régulière. Mais ça peut être des micro-moments. Hein. Où tu te sens bien. Tu te sens bien, où tu te dis, tiens, là, j'ai fait un pas en avant. Tu te sens légitime? Dans ce métier, de plus en... Alors, en tant qu'auteur, oui, clairement, aujourd'hui, en tant qu'auteur. Ouais. Des fois, en tant que comédien, des fois, tu te dis... En fait, en tant que comédien, des fois, je me dis, tiens, ce que je fais là, d'autres pourraient le faire. Alors qu'en tant qu'auteur, quand tu as une idée de scénario, de vanne, de sketch, je me dis, tiens, cette idée-là, tout le monde n'aurait pas pu l'avoir. Donc là, oui, je me sens vraiment légitime. Il y a eu d'ailleurs un avant et un après, je pense, cette légitimité-là, où je me suis rendu compte que finalement, les gens, par exemple, pour qui j'écrivais, en fait,
ils avaient autant besoin de moi que j'ai besoin d'eux. C'est un échange, si tu veux. Au départ, je me disais d'où je vais appeler cette personne pour commander du travail ou pour. Mais en fait, c'est plus ça maintenant. Ça veut pas dire que je me mets au-dessus, mais je me dis, je pense que Jean-Jacques Goldman, par exemple, les gens sont très contents de dire j'ai une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Oui, je suis en train de me comparer à Jean-Jacques Goldman. Je suis le Jean-Jacques Goldman de l'humour. Non, je le suis pas encore, mais j'espère le devenir un jour. C'est incroyable ça. Est-ce que tu es prêt pour un petit speed quizzing? Speed quizzing, ok, speed quizzing. Ça veut dire qu'il faut répondre très rapidement, c'est ça? C'est tu réponds. T'as vu, je suis bilingue. Voilà. Allez, on y va? Allez, on y va. Théâtre ou télévision? Théâtre. Scène ou radio? Scène. Comédien ou auteur? Comme auteur. Mais sur le très long terme, auteur, je pense. Écrire pour Gad Elmaleh ou Kev Adams? Gad Adams. Chauffeur de salle ou chroniqueur? Chroniqueur. France ou Méditerranée? Tu sais quoi, Méditerranée, je veux de la chaleur. Tu veux de l'ambiance? Ouais, je veux de l'ambiance, exactement. Shakespeare ou Molière? Molière, quand même. Sketch court ou longue performance? Ça dépend de quoi tu parles. On en vient. On en vient. J'ai envie de te dire, il vaut mieux être court et efficace, mais des fois, il vaut mieux de la longueur pour pouvoir rentrer bien correctement dans une histoire. Premier rire ou dernière ovation? Ah là là, c'est tellement... J'aurais envie de te dire... Allez, j'aurais envie de te dire dernière ovation. Animé seul ou en duo? Duo. Le Kourana ou au micro avec Johanna? Non, mais là, t'es en face. J'ai envie de te dire au micro avec Johanna. Si tu devais choisir une personnalité dans le métier des arts de la scène que tu aimerais écouter au micro avec Johanna, ce serait qui? Au micro avec Johanna? C'est ma vie entière, donc c'est Claude Lelouch. Moi, je vais dire Claude Lelouch. Que tu reçois, mais oui, c'est tellement ma vie, Claude Lelouch, que oui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? D'un jour travailler avec lui. Et non, écoute, de continuer dans ce métier, d'essayer d'écrire des belles histoires et de faire rêver les gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes de streaming, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube et au micro avec Johanna sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.